traite les interactions médicamenteuses de type pharmacocinétique, c'est-à-dire, et plus particulièrement, les interactions médicamenteuses qui vont agir au niveau de la phase du métabolisme des médicaments dans l'organisme, c'est-à-dire des interactions médicamenteuses de type induction ou inhibition enzymatique. En effet, un médicament, lorsqu'il est administré, il va bien sûr passer par plusieurs phases. La phase d'absorption, de résorption, puis il va être distribué dans l'organisme vers les différents tissus ou organes afin bien sûr de nous donner une action pharmacologique. Puis par la suite, il va se diriger vers le foie, bien sûr, pour être métabolisé en plusieurs métabolites plus ou moins hydrosolubles, facilement éliminables, soit dans les urines, soit bien sûr dans la bile via les fesses, c'est-à-dire les selles. Et en effet, au niveau du métabolisme hépatique, c'est-à-dire ce métabolisme hépatique, bien sûr, je l'ai déjà traité lors d'une précédente vidéo que je vous invite à aller la visionner pour mieux comprendre ces interactions médicamenteuses de type induction-inhibition. En effet, lorsque le métabolisme hépatique, pour simple résumé, le métabolisme hépatique des médicaments, il s'effectue en deux étapes, les réactions de phase 1 et des réactions de phase 2. Donc, le but essentiel, c'est de rendre un médicament ou une molécule plus ou moins hydrosoluble qui va être facilement éliminable dans les urines. Donc, au cours des réactions de phase 1 du métabolisme des médicaments, cette réaction de phase 1 va faire intervenir un grand nombre d'enzymes qu'on appelle bien sûr la grande famille des cytochromes P450. Et pour ces cytochromes P450, il existe plusieurs isoenzymes différentes. Et au cours de la deuxième phase du métabolisme des médicaments, ce sont bien sûr des réactions de conjugaison et bien sûr, ils vont faire intervenir d'autres types de médicaments, d'autres types d'enzymes. Donc, en effet, 30 à 50% en fait des interactions médicamenteuses de type pharmacocinétique qui agissent au niveau du métabolisme sont provoquées surtout par des inhibiteurs enzymatiques et que, en fait, ces inhibiteurs enzymatiques, ils vont bien sûr agir principalement sur les enzymes de la phase 1 du métabolisme hépatique, c'est-à-dire vont agir sur les cytochromes P450. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore découvert de forts inhibiteurs enzymatiques qui attaqueraient les enzymes de la phase 2 du métabolisme. Donc, quand on parle d'une interaction médicamenteuse, il faudrait normalement qu'il y ait une association de 2 ou plusieurs médicaments chez une même personne. Donc, c'est-à-dire lorsque ces médicaments ils sont pris en association, ils vont interagir entre elles. Ces médicaments vont interagir entre elles et vont provoquer des effets indésirables ou bien sûr de type induction. Et ce sont des interactions de type induction ou inhibition enzymatique. Donc, pour mieux comprendre ce phénomène d'induction ou d'inhibition enzymatique, nous devons parler de ce qui se passe au niveau du cytochrome P450. C'est-à-dire que lorsqu'on a affaire à un médicament qui est par exemple, un inhibiteur enzymatique, lorsque, par exemple, on l'utilise en association avec un médicament, par exemple M1, ce médicament M1, lorsqu'il est pris tout seul, et normalement, lorsqu'il est pris non pas en association, lorsqu'il est pris seul, il va subir un métabolisme normal au niveau hépatique et bien sûr transformé en métabolite inactif, hydrosoluble et éliminable dans les urines. Mais par contre, quand on utilise en association ce médicament M1 avec un autre médicament, cette fois-ci qu'on va appeler par exemple M2, et qui a des caractéristiques d'inhibition enzymatique. Donc, cet inhibiteur enzymatique, il va agir sur l'enzyme responsable du métabolisme hépatique, responsable de la phase 1 du métabolisme hépatique du médicament M1, sur le cytochrome P450, et il va le bloquer, inhiber l'activité de cette enzyme, de ce cytochrome P450, ce qui fait que il y aura un ralentissement
du métabolisme hépatique du médicament M1 et par conséquent, il verra ce médicament M1 verra ses concentrations bien sûr augmenter au niveau plasmatique, un risque bien entendu de surdosage et un risque accru d'apparition d'effets secondaires ou indésirables, ce qui n'est pas voulu ou désiré. Donc ce sont généralement des associations qui présentent des contre-indications bien sûr absolues. Donc, des fois, lorsque le médicament, par exemple M1, il est pris cette fois-ci en association avec un médicament que j'appellerai M2, mais cette fois-ci qui est inducteur enzymatique. Cet inducteur enzymatique, il va accélérer l'activité enzymatique du cytochrome P450 et il va du médicament M1 et donc il va en fait accélérer le métabolisme hépatique du médicament M1, il s'ensuivra une diminution de la concentration plasmatique en médicament M1 et donc une inefficacité donc, du médicament M1 chez la personne. Donc, en fait, quand on parle d'interaction médicamenteuse de type induction et inhibition enzymatique, on parle essentiellement du cytochrome P450 et donc la majorité des médicaments qui sont métabolisés par des cytochromes P450 au cours de la première phase du métabolisme, mais en fait, ces médicaments-là sont métabolisés par des isoenzymes du cytochrome P450 différentes. Là, ce diagramme sous forme de camembert, il nous montre parfaitement les différentes proportions de médicaments qui sont métabolisés par différentes isoenzymes du cytochrome P450. Donc, on distingue ici 36% de médicaments sont métabolisés par le cytochrome. Je vais vous montrer à ce niveau-là. Voilà, 36% des médicaments sont métabolisés par le cytochrome CYP3A, 4 ou 5. Et après, bien sûr, 19% des médicaments sont métabolisés par les isoenzymes du cytochrome P450, le CYP2D6. Et encore, nous avons 16% des médicaments sont métabolisés par les isoenzymes du cytochrome P450, l'isoenzyme qu'on appelle le CYP2C8 ou 9. 11% des médicaments sont métabolisés par le cytochrome CYP1A1 ou 2. 8% des médicaments sont métabolisés par les isoenzymes du cytochrome P450, le CYP2C19. Et également, 4% sont métabolisés par le cytochrome CYP2E1. Donc, en fait, j'ai subdivisé, bien sûr, le reste de cette vidéo en plusieurs parties. Et dans chaque partie, bien sûr, on traitera une isoenzyme du cytochrome P450. On va commencer par la première isoenzyme du cytochrome P450, c'est le cytochrome CYP2C8. Donc, 16% des médicaments sont métabolisés au niveau hépatique par ce cytochrome P450 CYP2C8. Voici les médicaments, en effet, qui sont métabolisés au cours de la phase 1 du métabolisme hépatique par cette forme d'isoenzyme de cytochrome P450. On a par exemple, c'est la dénomination commune internationale ici, le paclitaxel. Le paclitaxel, en fait, c'est un médicament qui est utilisé en chimiothérapie. Normalement, il agit au niveau de la phase de mitose cellulaire, au niveau de la division cellulaire, et en fait, c'est un agent antimicrotubulaire. Et nous avons également l'autre molécule qui est métabolisée par le CYP2C8, c'est le répaglinide. Les répaglinide, en fait, ce sont des molécules antidiabétiques de la grande classe des glinides. Et en fait, normalement, ces molécules-là, ils aident le pancréas à produire de l'insuline pour diminuer la glycémie au niveau sanguin. Donc, ces deux DCI-là, ces deux molécules, ces deux médicaments, si on les utilise avec, bien sûr,
soit des inhibiteurs enzymatiques, soit des inducteurs enzymatiques, ils vont entraîner bien sûr ce qu'on appelle des interactions médicamenteuses. Donc, on va citer la liste des médicaments qui sont des inhibiteurs enzymatiques qui ne peuvent pas être associés avec ni le paclitaxel ni le répaglilide. Parmi les inhibiteurs enzymatiques, on a le gemfibrozil. C'est quoi le gemfibrozil? Ben, en fait, il appartient à la famille des fibres, la classe des fibrates. En fait, les fibrates, ce sont des hypolipémiants. Pourquoi? Ben, ils sont indiqués essentiellement pour traiter surtout l'hypertriglycéridémie, c'est-à-dire les dyslipidémies. On a le clopidogrel. Quant à lui, ce dernier, c'est un antiagrégant plaquettaire. La trimétoprine. La trimétoprine, en fait, c'est un anti-infectieux et qui appartient à la famille des diaminopyrimidines et normalement, on le trouve associé dans un même médicament, bien sûr, avec le sulfaméthoxazole, par exemple. C'est un médicament, en fait, c'est un antibiotique qui a un effet bactériostatique et dont on le trouve associé, ce trimétoprine, normalement on le trouve associé avec le sulfaméthoxazole dans le fameux, je ne veux pas dire en fait, les noms de spécialité, mais je suis obligée ici. On a le Cotrim et le Bactrim à ce niveau-là. Donc, normalement, si cet inhibiteur enzymatique, si ce type de médicament-là, ces inhibiteurs enzymatiques, ils sont utilisés en association avec soit le paclitaxel, soit le répaglilide, et ben, en étant inhibiteur enzymatique, ils vont bloquer l'action enzymatique du cytochrome CYP2C8, qui est normalement, cette enzyme est responsable du métabolisme, de la phase 1 du métabolisme hépatique, soit du paclitaxel, soit du répaglilide. Et donc, de ce fait, en le bloquant, il va ralentir le métabolisme hépatique de ces molécules-là. Et donc, on verra leur concentration, bien sûr, plasmatique augmenter. Il y aura un risque de surdosage et risque d'apparition des effets indésirables qui ne sont pas voulus et qui peuvent être graves et mortels. Donc, ce type d'association de ces molécules-là, paclitaxel, répaglilide, avec ces inhibiteurs enzymatiques, soit le gemfibrozil, le clopidogrel, le trimétoprine, ce sont des associations qui sont des associations bien sûr contre-indiquées et donc à ne pas effectuer. Donc des fois ces molécules-là qu'on appelle qui sont métabolisées par le cytochrome P2C8, ces médicaments-là, lorsqu'ils sont pris des fois avec des inducteurs enzymatiques en association. Parmi les inducteurs enzymatiques qu'on peut citer, voici la liste. On a le millepertuis. En fait, le millepertuis, ce sont des médicaments, c'est une association de plantes qui sont utilisées pour traiter les états dépressifs, en fait, transitoires. On a également parmi les inducteurs enzymatiques qu'on peut trouver les anticonvulsivants, c'est-à-dire les antiépileptiques, à savoir les molécules sont le carbamazépine, le phénobarbital, la phénitoïne et j'en passe. Donc, d'autres inducteurs enzymatiques, on a les anti-infectieux. On peut trouver soit la rifampicine et la rifabutine. Ces deux molécules, ce sont en fait des antibiotiques et de la classe des antibiotiques, en effet, de la famille des rifamycines qu'on utilise pour traiter, par exemple, la tuberculose ou la lèpre. Donc, ce sont des antituberculeux utilisés pour traiter la tuberculose en association, bien entendu, avec d'autres antibiotiques, surtout en cas de résistance. Donc, ce rifampicine, rifabutine, ce sont des antibiotiques. Et on a également d'autres anti-infectieux tels que l'efavirenz et le nevirapine. En fait, ce sont des médicaments antirétroviraux. Des analogues non nucléosidiques sont également des inhibiteurs de la transcriptase inverse. Ils sont utilisés pour traiter les infections au VIH, c'est-à-dire le sida. On appelle également le virus de l'immunodéficience humaine acquise. Donc, ils sont considérés comme étant des inducteurs enzymatiques vis-à-vis du paclitaxel et du répaglilide. On a également la glyciofulvine qui est un antifongique. Donc, cette liste de médicaments que je viens de citer ici, ce sont de puissants inducteurs enzymatiques. On ne devrait pas les utiliser avec, bien sûr, les médicaments qui sont cités, bien sûr, ici, à ce niveau-là, au niveau de votre gauche.
Donc, en étant inducteurs enzymatiques, ils vont bien sûr accélérer l'activité enzymatique de ce cytochrome P450, cette isoenzyme qu'on appelle le CYP2C8. Et donc, en activant son activité, en l'accélérant, ils vont en fait accélérer le métabolisme hépatique de ces médicaments-là, de ces DCI, dénomination commune internationale, aussi bien le paclitaxel que le répaglinide. Et donc, ils verront, ces molécules-là verront leur concentration plasmatique baisser et donc ils seront bien sûr inefficaces. Donc, le traitement avec ces médicaments-là sera inefficace, donc ce qui nécessitera peut-être un réajustement de la posologie tout au long, bien sûr, de l'association. Si bien sûr l'association entre ces molécules et l'inducteur enzymatique, l'un des inducteurs enzymatiques est une association qu'on représente comme étant une précaution d'emploi, il faudrait bien sûr réajuster la posologie de ces médicaments-là pour ne pas tomber dans l'inefficacité tout au long, bien sûr, de l'association. On a également des médicaments, une liste de médicaments qui est bien sûr, ces médicaments-là sont normalement métabolisés au niveau hépatique au cours de la première phase du métabolisme hépatique par un cytochrome P450, une isoenzyme qu'on appelle le CYP1A2. Et ce CYP1A2, il permet de métaboliser 11% des médicaments. Parmi les médicaments, nous citons de cette liste, nous citons le clozapine. En effet, le clozapine, c'est un antipsychotique utilisé en cas de schizophrénie résistante. On a le ropinirole, quant à lui, c'est un antiparkinsonien. La méthadone, c'est normalement un analgésique puissant, un opioïde, mais c'est une molécule de synthèse. La théophiline est utilisée pour le traitement symptomatique de l'asthme, comme vous pouvez savoir, et la caféine. Donc, normalement, ce que j'ai écrit en petit a ici, ce sont des médicaments qui ont une marge thérapeutique étroite. J'ai déjà étudié ce qu'était un médicament à marge thérapeutique étroite lors d'une précédente vidéo. Et ces médicaments-là qui présentent une marge thérapeutique étroite, aussi bien le clozapine, la méthadone ou la théophiline, ils nécessitent bien sûr un suivi aussi bien clinique que biologique très étroit et essentiellement biologique par la réalisation de différents dosages. Parce qu'on sait très bien qu'un médicament qui a une marge thérapeutique étroite, c'est un médicament dont la dose efficace et la dose toxique sont très proches l'une de l'autre. C'est-à-dire, on risquerait facilement de tomber soit dans l'inefficacité du traitement, soit tomber carrément dans la toxicité. Et c'est ce qui permet, bien sûr la réalisation d'une surveillance très étroite de ce type de médicament. Donc, cette liste de médicaments-là qui sont normalement ces molécules métabolisées par le CYP1A2, ils risquent d'entraîner des interactions médicamenteuses, soit avec, bien sûr, des médicaments qui ont bien sûr le pouvoir d'inhiber le pouvoir comme étant inhibiteur enzymatique, et d'autres médicaments, en fait pas des médicaments mais le tabac. Donc pour ce type en fait de médicaments qui sont métabolisés au niveau hépatique par le CYP1A2, bien sûr, lorsqu'ils sont associés avec soit le fluvoxamine en effet qui est un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, donc c'est un antidépressif, ou bien l'énoxacine et la ciprofloxacine. L'énoxacine et la ciprofloxacine, ce sont en fait des antibiotiques qui appartiennent à la famille des fluoroquinolones. Donc, ces molécules-là sont des puissants inhibiteurs enzymatiques, bien sûr, et ils agissent sur le cytochrome CYP1A2. Ils vont inhiber cet enzyme-là, le cytochrome CYP1A2. Ils vont bloquer l'activité de cet enzyme qui est normalement responsable du métabolisme hépatique, soit du clozapine, le ropinirole, la méthadone, la théophiline et la caféine. Ce qui aura pour conséquence, si on associe cette liste de médicaments-là avec ce type d'inhibiteur enzymatique, on risquerait bien sûr de voir
on risquerait, bien, bien sûr, ils vont inhiber, c'est-à-dire qu'ils vont ralentir le métabolisme hépatique. On verra leur concentration plasmatique augmenter et un risque de surdosage avec ce type de médicaments. Donc, ce sont des associations qui sont formellement contre-indiquées pour éviter, soit formellement contre-indiquées. Sinon, si nous ne pouvons pas, bien entendu, cesser le traitement par ce type de médicaments, bien sûr, soit le clozapine, le ropinirole, méthadone, théophylline, nous devons obligatoirement, bien sûr, arrêter le traitement, arrêter l'utilisation de l'inhibiteur enzymatique pour éviter, bien sûr, cette association qui est contre-indiquée. En fait, ce type de médicaments, normalement, qui sont métabolisés par le CYP1A2, présente un inducteur enzymatique qui est le tabac. Les personnes qui, bien sûr, fument, ils risquent de voir, en fait, les concentrations plasmatiques de leur traitement, bien sûr, diminuer. Ils verront, bien sûr, une inefficacité de ce traitement. Donc, normalement, quand une personne prend de la théophylline en traitement symptomatique de l'asthme, elle ne doit pas, en fait, fumer. Sinon, bien sûr, la théophylline serait inefficace. Donc, elle doit arrêter, bien sûr, le tabac. Donc, après ce type de médicaments, on a les médicaments, une autre liste de médicaments, cette fois-ci, qui sont, pardon, métabolisés par une autre forme d'isoenzyme du cytochrome P450, c'est le CYP2C9. Ce CYP2C9, il concerne 16% des médicaments sont métabolisés par cette isoenzyme. Donc, parmi ces médicaments, on va citer ici les antivitamines K, c'est-à-dire soit la warfarine, l'acénocumarol, oui, la warfarine et l'acénocumarol. Donc, normalement, l'acénocumarol, connu sous le nom, bien sûr, du fameux syndrome. Donc, parmi ces, d'abord, cette antivitamine K, ce sont des médicaments qui ont une marge thérapeutique très étroite et qui nécessitent, bien sûr, tout au long du traitement, un suivi biologique par les différents dosages, surtout, bien sûr, des concentrations plasmatiques et la détermination, bien sûr, de l'INR pour les antivitamines K. Donc, ces médicaments-là, si on les associe, par exemple, si on associe l'acénocumarol, le fameux syndrome, avec le miconazole, un antifongique azoté, qui est un puissant inhibiteur enzymatique, eh bien, cet inhibiteur enzymatique qui est le miconazole, il va bloquer l'action enzymatique du CYP2C9 et ce qui aura pour conséquent un ralentissement du métabolisme hépatique de l'acénocumarol, ralentissement. Donc, là, il y aura une augmentation par conséquent des concentrations plasmatiques en syndrome dans le sang et donc un risque hémorragique très important. Donc, ce qui n'est pas voulu. Donc, ce type d'association entre l'acénocumarol, par exemple, et le miconazole est une association qui est formellement contre-indiquée parce qu'elle entraîne un risque hémorragique, bien sûr, qui est souvent mortel. Donc, ce sont des associations à contre-indiquer et donc, même l'acénocumarol, comme on a vu les antivitamines K, des fois, quand on les associe avec des inducteurs enzymatiques, ça c'est la liste, bien sûr, de médicaments qui sont des inducteurs enzymatiques puissants, mais cette fois-ci du cytochrome CYP2C9, tel que le millepertuis qu'on a vu tout à l'heure, une association de plantes, les anticonvulsivants, antiépileptiques, c'est-à-dire carbamazépine, phénobarbital, la phénitoïne, les anti-infectieux, la rifampicine, rifabutine qu'on a vu tout à l'heure, les favirenz, le nevirapine, la gressofulvine, antifongique, eh bien, ce sont de forts inducteurs enzymatiques qui agissent sur le CYP2C9, cette enzyme qui est normalement responsable du métabolisme hépatique des antivitamines K. Donc, ils vont accélérer l'activité étant inducteur enzymatique. Ils vont accélérer l'activité enzymatique du CYP2C9 en l'activant, ce qui aura pour conséquent
donc une diminution de la concentration plasmatique, par exemple en acénocumarol, le syndrome, et donc quand il y a une diminution il y aura une inefficacité du traitement en acénocumarol. Donc à ce niveau-là, lorsqu'on ne peut pas éviter en effet l'association entre l'antivitamine K avec l'inducteur enzymatique, nous devons obligatoirement ajuster la posologie cet antivitamine K et également, étant donné que cet antivitamine K est un médicament qui a une marge thérapeutique très étroite, elle nécessite également non seulement un réajustement de la posologie pour ne pas tomber dans l'inefficacité du traitement, mais également elle nécessitera, comment dire, une surveillance biologique très stricte pour éviter, bien sûr, de tomber dans les seuils de toxicité ou dans les seuils d'inefficacité. Nous donnons quelques exemples de combinaisons qui vont rendre le traitement inefficace. Par exemple, le premier exemple, c'est l'association d'un anticoagulant oral, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, le Synthrom, l'acénocumarol, avec le millepertuis, association de plantes utilisées comme antidépressif. Donc, normalement, ce millepertuis est considéré comme étant un inducteur enzymatique puissant vis-à-vis, bien sûr, du cytochrome P450, responsable, bien entendu, du métabolisme hépatique de cet anticoagulant. Donc, en étant inducteur, il va accélérer l'activité enzymatique du cytochrome P450, responsable du métabolisme hépatique par exemple, la acénocumarol, et donc il va en fait diminuer les concentrations plasmatiques en acénocumarol, en syndrome, et on aura carrément une inefficacité du traitement en acénocumarol, ce qui permettra, pour remédier à cet inconvénient, nous devons obligatoirement réajuster la posologie en anticoagulant tout au long de cette association, tout au cours de cette association. Donc, elle nécessite une précaution d'emploi très stricte par surveillance clinico-biologique, par la réalisation de dosage des différentes concentrations plasmatiques et dosage des paramètres biologiques et également une surveillance même clinique, puisque en effet, l'acénocumarol est un médicament, et je le répète toujours, qui a une marge thérapeutique étroite. Donc, un deuxième exemple de médicament, une association de deux médicaments qui rend le traitement inefficace du premier, c'est l'association entre les antiprotéases, c'est-à-dire des antiviraux, avec la rifampicine, qui est un antibiotique de la classe de la rifamycine, et que c'est un puissant inducteur enzymatique. Donc, ce puissant inducteur enzymatique, il va bien sûr accélérer le métabolisme hépatique, bien sûr, de cet antiviral, antiprotéase, et donc cet antiprotéase verra ses concentrations plasmatiques diminuer dans le sang, et donc il s'ensuivra bien entendu une inefficacité de cet antiviral. Donc, il nécessite également un réajustement de la posologie tout au cours de cette association, bien sûr, un réajustement de la posologie et des prises de cet antiviral, l'antiprotéase. Exemple par exemple, d'associations cette fois-ci, mais qui sont formellement contre-indiquées, qu'on ne peut pas, bien sûr, maintenir. C'est l'association, par exemple, entre un anticoagulant oral avec le miconazole. L'anticoagulant oral, par exemple, toujours la warfarine ou l'acénocumarol, le Synthrom, qu'on associe avec le miconazole. Le miconazole, ici, il est considéré comme étant un puissant inhibiteur enzymatique qui va venir inhiber ou bloquer l'enzyme qui est le cytochrome P450, responsable du métabolisme hépatique de l'anticoagulant. Il s'ensuivra obligatoirement une augmentation de la concentration plasmatique de l'anticoagulant, et donc ce qui aura pour conséquent risque de surdosage et risque d'apparition d'effets indésirables très importants de type hémorragie,
ce qui peut être mortel. Donc, c'est une contre-indication formelle et l'alternative, la solution, c'est d'arrêter au cours du traitement par cet anticoagulant oral, arrêter carrément l'usage de l'antifongique, c'est-à-dire le miconazole, ou bien le changer par un autre antifongique qui n'a pas d'activité ni inducteur ni inhibiteur enzymatique. Donc, un autre cytochrome, cette fois-ci, notre isoenzyme du cytochrome P450, c'est le CYP2C19. Donc, 8% des médicaments sont métabolisés par cette isoenzyme CYP2C19. Par exemple, nous citerons un exemple de médicament, de molécules normalement métabolisées par ce CYP2C19 au niveau hépatique. Au cours de la première phase du métabolisme hépatique des médicaments, on a la phénitoïne et le diazépam. La phénitoïne, c'est un anticonvulsivant, bien sûr, un anti-épileptique. Le diazépam, quant à lui, c'est un médicament de la famille des benzodiazépines et il a des propriétés anxiolytiques, sédatives et hypnotiques. Donc, on ne peut pas associer ce type de médicament-là avec, bien sûr, quelques inhibiteurs enzymatiques qui agissent, qui inhibent le CYP2C19, l'activité enzymatique du CYP2C19. Nous citons comme inhibiteur enzymatique le voriconazole, qui est un antifongique triazoté. La ticlopidine, cette fois-ci, c'est un inhibiteur, c'est un antiagrégant plaquettaire. Donc, ces inhibiteurs enzymatiques, nous ne pouvons pas les associer avec ni la phénitoïne, qui est un anticonvulsivant, ni le diazépam, qui est un benzodiazépine. Donc, d'autres, cette fois-ci, molécules, mais qui agissent comme étant des inducteurs enzymatiques puissants vis-à-vis du cytochrome CYP2C19. Voici la liste. On a le millepertuis, les anticonvulsivants antiépileptiques, comme on a vu tout à l'heure, le carbamazépine, le phénobarbital, la phénitoïne, l'oxcarbamazépine et autres anticonvulsivants. D'autres inducteurs enzymatiques qui sont de puissants inducteurs enzymatiques vis-à-vis du CYP2C19, les anti-infectieux, à savoir la rifampicine, rifabutine, qui sont des antituberculeux, l'efavirenz, le nevirapine, et des antiviraux utilisés pour traiter le VIH, et la glycéofulvine, qui est un antifongique. Donc, ces médicaments-là sont de puissants inducteurs enzymatiques que lorsqu'ils sont utilisés en association avec la phénitoïne, par exemple, ils vont en fait accélérer l'activité du CYP2C19 qui normalement c'est une enzyme qui est responsable du métabolisme hépatique du diazépam, et il s'ensuivra en effet une diminution de la concentration plasmatique du diazépam, d'où une inefficacité. On verra apparaître une inefficacité du traitement, par exemple par cette benzodiazépine. Donc, ceci nécessitera obligatoirement réajustement de la posologie en diazépam tout au long de l'association avec ces inducteurs enzymatiques. D'autres isoenzymes du cytochrome P450, le CYP2D6, 19% en fait, comme on a vu tout à l'heure, des médicaments sont métabolisés par ce CYP2D6. Nous dresserons la liste de ces médicaments qui sont en fait métabolisés par le CYP2D6. On a le tamoxifène qui est un modulateur sélectif des récepteurs des œstrogènes qui est utilisé dans le cancer du sein. Il s'agit en fait d'un médicament utilisé en chimiothérapie et surtout l'hormonothérapie, et également le métoprolol qui est un bêta-bloquant utilisé pour traiter les tachycardies et les insuffisances cardiaques. La flécaïnide, le propafénone, ce sont en fait des antiarythmiques utilisés pour traiter les troubles du rythme cardiaque. Et ces médicaments-là, cette liste de médicaments qui sont métabolisés par le CYP2D6 ne peuvent pas être utilisés en association avec les inhibiteurs enzymatiques que je vais citer maintenant. Par exemple, exemple d'inhibiteurs enzymatiques, on a la fluoxétine, la paroxétine. Ce sont en fait des psychotropes et en fait des inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine,
et ils sont utilisés, sont des antidépresseurs. D'autres médicaments qu'on ne peut pas en fait utiliser en association avec le tamoxifène, les métoprolol, la flécainide et le propofénol. On a par exemple le bupropion. Bupropion, c'est un psychotrope, la quinidine. La quinidine, c'est en fait un alcaloïde naturel, antipyrétique et analgésique, utilisé comme antipaludique. La terbinafine, qui est un antimycosique, utilisé pour traiter en fait, je pense, les dermatophytoses, surtout les onychomycoses au niveau des angles, lorsqu'il y a des champignons au niveau des angles, et le cinacalcet. Le cinacalcet, c'est un médicament actif sur les récepteurs sensibles au calcium et il est utilisé pour traiter surtout les insuffisances rénales chroniques et les hyperthyroïdies. Donc, ces médicaments-là que je viens de citer, à savoir la fluoxétine, paroxétine, la quinidine, terbinafine, sont de puissants inhibiteurs enzymatiques qui vont bien sûr agir lorsqu'ils sont utilisés en association aussi bien le tamoxifène, le métoprolol ou la flécainide ou propofénol. Ils vont bien sûr, par leurs propriétés, ils vont inhiber ou bloquer le cytochrome CYP2D6 et donc ce qui aura pour conséquent un ralentissement du métabolisme hépatique, par exemple, prenons l'exemple du tamoxifène. Ce tamoxifène verra par ralentissement de son métabolisme, il verra ses concentrations plasmatiques augmenter et donc un risque de surdosage et d'apparition d'effets indésirables importants provoqués par le tamoxifène. Donc, ce sont des associations qui sont contre-indiquées du fait de l'apparition des effets indésirables qui peuvent être des fois mortels. Donc, d'autres cytochromes, par exemple, isoformes de cytochrome P450, le CYP3A4, cette fois-ci, bien sûr, 36% des médicaments sont métabolisés par le CYP3A4. Parmi ces médicaments qui sont métabolisés par le CYP3A4, nous avons par exemple le rivaroxan. Le rivaroxan qui est un médicament anticoagulant oral. Il inhibe le facteur, cette fois-ci 10 de la famille des oxazolinidones. On a encore l'apixaban et les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Les inhibiteurs de la tyrosine kinase, c'est quoi ces inhibiteurs la tyrosine kinase, normalement, elle joue un rôle important dans la communication, la division, la croissance cellulaire des cellules. Et donc, normalement, les inhibiteurs de la tyrosine kinase sont un type de... Donc, ces inhibiteurs, normalement, c'est un traitement qui a pour but, ils inhibent le facteur de croissance et on les utilise pour empêcher le développement, bien sûr, des cancers. Et nous avons également le pimoside. Le pimoside, c'est quoi? Eh ben, c'est une molécule c'est un neuroleptique, antipsychotique. Nous avons également les immunosuppresseurs tels que la cyclosporine, le tacrolimus, le sirolimus, l'éverolimus. Ce sont des immunosuppresseurs. Également le sildenafil, d'autres molécules qui sont métabolisées par le CYP3A4, le sildenafil, le tadalafil, le vardenafil, qui sont en fait des médicaments de la classe des inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Et normalement, ce type de médicaments-là, ces DCI, ces principes actifs, ils sont indiqués dans les troubles de l'érection chez l'homme et également dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Ce type de médicaments sont utilisés dans le trouble de l'érection. On a d'autres molécules, l'ergotamine, le dihydroergotamine, ce sont des médicaments utilisés indiqués dans le traitement de fond des migraines. L'amiodarone, par exemple, l'amiodarone et également le disopyramide, ce sont des médicaments antiarythmiques. L'amiodarone, je pense, c'est un antiarythmique de la classe 3. Et le disopyramide, c'est un antiarythmique de la classe 1A. Donc, normalement, ils sont utilisés pour traiter les troubles du rythme cardiaque.
Et également, il y a le midazolam. Le midazolam, en fait, l'alprazolam, ce sont des molécules de la famille également des benzodiazépines. Et ce sont de très puissants anxiolytiques, hypnotiques et anticonvulsivants, antiépileptiques. On a également le zolpidem, d'autres molécules telles que le zolpidem, le zopiclone, ce sont des hypnotiques et sédatifs. Ils sont apparentés aux benzodiazépines. Donc, on a également la simvastatine, l'atorvastatine. Cette simvastatine et l'atorvastatine, ce sont en fait des hypocholestérolémiants, hypolipémiants et également on a les 20K alcaloïdes, des cytotoxiques. Ces 20K alcaloïdes, il s'agit d'une classe très importante d'agents anticancéreux et qui agissent comme poison du fuseau, c'est-à-dire ils agissent sur les microtubules et empêchent en fait les divisions cellulaires des cellules cancéreuses. Et l'hyphosphamide également est une molécule qui est métabolisée par le CYP3A4. C'est quoi cette hyphosphamide? Également, c'est un anticancéreux, mais cette fois-ci, un alkylant. Il appartient à la famille des moutardes azotées et normalement, il agit par interaction directe sur l'ADN. Il forme des liaisons covalentes avec les substrats nucléophiles. La conséquence essentiellement de cette liaison directe avec l'ADN, c'est qu'elle entraîne une inhibition de la transcription et de la réplication de l'ADN qui aboutit bien sûr à la destruction de la cellule cancéreuse. Nous citons parmi les médicaments qui sont également métabolisés par le CYP3A4, on a ici dans cette liste que vous pouvez voir à ce niveau-là, les œstroprogestatifs et les progestatifs, ou les pilules, ou les contraceptifs oraux. Donc, ce type de cette liste qui est un peu longue de médicaments, métabolisés par le CYP3A4, bien sûr, si on les utilise en association avec ces inhibiteurs enzymatiques, que je vais citer maintenant, parmi les inhibiteurs enzymatiques qu'on ne peut pas utiliser avec ces médicaments-là qui sont sur votre gauche, cette liste de médicaments-là qui sont sur votre gauche et qui sont normalement métabolisés par le CYP3A4. Parmi ces inhibiteurs enzymatiques, on a les inhibiteurs en fait de protéases, par exemple le ritonavir, qui sont normalement utilisés et boostés par le cobicistat. Normalement, le cobicistat, c'est une nouvelle molécule qui, normalement, c'est un inhibiteur sélectif de la sous-famille du CYP3A, également du CYP3A4, des cytochromes. Et normalement, cette dernière, elle permet, quand on la donne en association avec le ritonavir, elle permet de booster ou d'augmenter l'activité de ce ritonavir. On a également les antifongiques azotés. Parmi les antifongiques azotés, il y a le kétoconazole, l'itraconazole, le fluconazole, le posaconazole. Ce sont de forts inhibiteurs enzymatiques. Les macrolides, c'est une grande famille. Ces macrolides, il s'agit d'une grande famille d'antibiotiques. Parmi les molécules qui appartiennent à cette famille de macrolides d'antibiotiques, l'érythromycine, la clarithromycine, le télitromycine, le josamycine, donc également sont considérés comme de forts inhibiteurs enzymatiques du CYP3A4. Ils entrent en interaction avec cette enzyme, le CYP3A4, et en fait, ils la bloquent. On a également l'amiodarone, le diltiazem, le verapamil qu'on a vu tout à l'heure, et le diltiazem, le diltiazem qui est normalement un inhibiteur calcique, bradycardisant, et également ce verapamil, ce diltiazem, il est un vasodilatateur et qui appartient à la famille, comme on a vu tout à l'heure, des inhibiteurs calciques. Le verapamil, quant à lui, c'est un antagoniste également calcique, un inhibiteur calcique. Donc, le jus de pamplemousse également, il peut être considéré comme étant un inhibiteur enzymatique puissant du CYP3A4.
Donc, exemple, on va donner quelques exemples d'associations médicamenteuses ou de combinaisons médicamenteuses qui peuvent provoquer des effets toxiques graves et qui nécessitent des contre-indications formelles. Premier exemple qu'on va citer ici, en face de vous, ce sont l'association des alcaloïdes de l'ergot de seigle, par exemple d'hydroergotamine, l'ergotamine, qui sont utilisés dans le traitement de fond de la migraine. Et quand on associe ces antimigraineux avec les macrolides, par exemple la grande famille d'antibiotiques qui sont les macrolides, on les associe tous sauf la spiramycine. La spiramycine, par exemple, euh, oui. Eh ben, en fait, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner, bien sûr, des effets indésirables très puissants de l'ergotisme et des nécroses des extrémités pouvant entraîner carrément des gangrènes, les gangrènes des extrémités. Et donc, ce risque d'ergotisme, il est dangereux. Et donc, il s'agit en fait d'une association contre-indiquée entre ces alcaloïdes de l'ergot de seigle et ces macrolides. Leur association est contre-indiquée. Et donc, la seule solution ou l'alternative, c'est lorsqu'on ne peut pas, on doit utiliser cet antimigraineux, on n'utilise pas ce macrolide, on change la classe d'antibiotiques, c'est-à-dire on supprime le macrolide, on l'évite et on utilise à la place, lorsqu'on ne peut pas faire autrement, un autre antibiotique appartenant à une autre classe. Donc, c'est ça la seule solution. L'exemple 2 d'association qui provoque des effets toxiques graves, c'est l'association entre le cisapride et les antifongiques azotés. Les antifongiques azotés, à savoir le fluconazole, l'itraconazole, le kétoconazole ou le miconazole, ces médicaments-là, ou bien l'association de ce cisapride lui-même avec des macrolides. Comme on a vu tout à l'heure, cette classe d'antibiotiques, tous les macrolides sauf la spiramycine, eh ben, ils vont provoquer ce type d'association, va entraîner des effets indésirables très puissants de type trouble du rythme ventriculaire, surtout des torsades de pointe qui peuvent être bien sûr mortelles. Et donc la seule solution pour remédier à ce problème, c'est lorsqu'on utilise par exemple le cisapride, on ne peut pas l'arrêter, eh ben, on doit carrément bien sûr utiliser, changer l'antifongique, c'est-à-dire utiliser un autre antifongique ou bien utiliser par exemple un autre antibiotique appartenant à une autre classe thérapeutique autre que les macrolides ou bien entendu arrêter temporairement la prise de cisapride. C'est ça la seule solution qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc, un autre exemple mais qui entraîne des effets toxiques graves d'association, c'est l'association, par exemple, d'une statine, la torvastatine, la simvastatine, la pravastatine, la rosuvastatine, qui est un hypocholestéroléniant. Et quand on associe cette statine, cette molécule appartenant à la famille des statines avec un antifongique azoté, qui soit l'itraconazole, le kétoconazole ou autre, eh ben, il entraîne qui sont ces antifongiques azotés, ce sont en fait des inhibiteurs enzymatiques. Ils vont bien sûr bloquer le métabolisme hépatique de l'atorvastatine et donc ils verront cette atorvastatine, verra sa concentration plasmatique augmenter et entraîner des effets secondaires graves de type surtout destruction du muscle musculaire qu'on appelle par rhabdomyolyse. Et donc, la seule solution, ce sont des contre-indications, bien sûr. La seule solution, c'est d'arrêter la prise de cet antifongique azoté ou bien le changer par un autre antifongique ou la solution, l'autre cas de figure, c'est d'arrêter, interrompre momentanément, provisoirement l'utilisation de cette statine hypocholestéroline. Donc, également,
cette liste de médicaments qu'on a vu tout à l'heure, qui normalement sont métabolisés par le CYP3A4, tout à l'heure, nous avons vu la liste des inhibiteurs enzymatiques qui agissaient sur le CYP3A4 en l'inhibant. Maintenant, on va voir la liste des inducteurs enzymatiques qui, en agissant sur le CYP3A4, vont accélérer, bien sûr, son activité. Parmi la liste des inducteurs enzymatiques qui agissent sur le CYP3A4 en l'activant, son activité, on a le millepertuis, comme on a vu tout à l'heure, l'association de plantes utilisée comme bien sûr, antidépressifs. Les anticonvulsivants, par exemple antiépileptiques, comme on a cité tout à l'heure, carbamazépine, le phénobarbital, la phénitoïne, des molécules, des médicaments. Les anti-infectieux, les antibiotiques, à savoir rifampicine, rifabutine, qui sont des antituberculeux, et les antiviraux tels que les Farivens, le Niveriapine qui sont utilisés pour traiter le VIH, la glycéofulvine qui est un antifongique. Tous ces médicaments-là, cette liste que je viens de citer, sont de puissants inducteurs enzymatiques qui, lorsqu'ils sont pris en association avec ces médicaments-là qu'on trouve au niveau de notre gauche, en face de vous sur vos écrans, eh ben, ils vont venir induire ou activer ce CYP3A4 qui est une enzyme responsable du métabolisme de ces médicaments-là en bas à gauche. Et donc, en activant ce CYP3A4, ils vont bien sûr augmenter le métabolisme, accélérer le métabolisme hépatique de ces médicaments-là qui sont que je suis en train de vous montrer par ce point rouge, et il s'en suivra par conséquent une diminution de leur efficacité. Donc, ce qui nécessite obligatoirement un réajustement de la posologie en ce type de médicaments-là, à savoir le rivaroxaban, l'opixaban, les inhibiteurs de la tyrosine kinase, les immunosuppresseurs, par exemple l'ergotamine, les antimigraineux, les antiarythmiques, l'amiodarone, etc. Donc, ou les hypocholestéroléniants, de ce fait, il nécessite un réajustement de la posologie et de la prise quotidienne pour ne pas tomber dans l'inefficacité du traitement, surtout lorsqu'ils sont associés avec ces inducteurs enzymatiques. Donc, normalement, lorsqu'on utilise des médicaments en association et que cette association entre ces médicaments-là, elle entraîne une induction ou une inhibition enzymatique et que cette association, elle fait partie de la liste des associations qui nécessitent une précaution d'emploi et non pas il ne s'agit pas d'une association déconseillée ou contre-indiquée. Eh bien, lorsqu'il s'agit d'une précaution d'emploi, cette association fait partie des précautions d'emploi. Elle nécessite obligatoirement une adaptation de la posologie du médicament, normalement, par exemple, M1, qui est le premier médicament qui est normalement métabolisé au niveau hépatique par ce type de cytochrome P450. Normalement, il est recommandé de modifier la posologie, de l'adapter, la posologie du médicament normalement qui est associé soit à cet inducteur, soit à cet inhibiteur enzymatique. Lorsque le médicament il est associé avec un inducteur enzymatique et qu'il s'agit bien d'une précaution d'emploi et non pas d'une contre-indication absolue, non pas d'une association déconseillée, on devrait augmenter la posologie du médicament qui est en association. Par contre, si ce médicament-là est en association avec un inhibiteur enzymatique, eh ben, nous devons diminuer sa concentration plasmatique tout au long, bien sûr, tout au cours de cette association. Et que, en fait, normalement, surtout s'il s'agit d'une association entre des médicaments, une association de type inhibition ou induction enzymatique, et que le médicament qui est normalement
associé à un inducteur, aussi bien un inducteur ou un inhibiteur, est un médicament qui a une marge thérapeutique étroite. Ce type de médicament, il nécessite bien sûr une surveillance aussi bien clinique que par les cliniciens, que bien entendu biologique, très stricte et très une surveillance bien sûr très stricte par la réalisation des différents dosages, et la réalisation des concentrations plasmatiques, des dosages, des différents paramètres. C'est le cas par exemple des anticoagulants, les antivitamines K, la réalisation du taux de prothrombine, etc. pour éviter de ne pas tomber soit dans l'inefficacité du traitement, soit carrément tomber dans la toxicité, dans le surdosage et la toxicité. Parmi les médicaments qui sont à marge thérapeutique est très étroite, nous avons les immunosuppresseurs tels que la cyclosporine qu'on a vu tout à l'heure, les anticonvulsivants, les antiépileptiques, la digoxine également, la clozapine, le lithium sont des médicaments qui ont une marge thérapeutique très étroite. C'est-à-dire lorsque la marge thérapeutique étroite, lorsque leur dose d'efficacité et leurs doses toxiques sont des doses qui sont très rapprochées l'une de l'autre et qu'il est facilement, on peut tomber facilement soit dans l'inefficacité du traitement, soit carrément dans la toxicité. Donc, et ce type de médicament, il nécessite un suivi, bien sûr, clinique et également un suivi biologique, par le suivi, bien sûr, par le dosage de plusieurs paramètres, tels que l'INR, également par le taux de prothrombine, c'est le cas des antivitamines K par exemple, la réalisation par exemple de l'ECG, l'électrocardiogramme, et pour le suivi des antiarythmiques. Les statines également, ce sont des médicaments à marge thérapeutique étroite. Donc, normalement, lorsqu'on arrête la prise d'inducteurs ou d'inhibiteurs enzymatiques, l'arrêt de cet inducteur ou inhibiteur nécessite obligatoirement le retour à la posologie initiale du médicament qui est normalement associé à cet inducteur ou inhibiteur. Et bien sûr, surtout, ce retour à la posologie initiale doit s'accompagner, bien entendu, d'un suivi biologique. Je le répète tout le temps et toujours, surtout lorsqu'il s'agit d'un médicament qui a une marge thérapeutique étroite, parce que ce sont les médicaments les plus dangereux. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.